Mes parents m'ont abandonné il y a 20 ans, puis m'ont poursuivi en justice pour le ranch de 3 millions de dollars que mon grand-père m'avait laissé. Au tribunal, il levait les yeux au ciel, tout sourire, déjà en train de le dépenser. Puis les portes se sont ouvertes, et ils ont vu la femme qui entrait à mes côtés. Je m'appelle Josie. C'est l'histoire de la famille qui m'a enfermé dehors, du grand-père qui a cherché trop tard et de la femme qu'ils avaient juré que je ne reverrais jamais. Pour le comprendre, nous devons retourner dans une vallée du Montana et à un appel téléphonique auquel j'ai failli ne pas répondre. Le téléphone a vibré contre le tableau de bord alors que j'enlevais encore mes gants sur le parking. Les gants bon marché qui laissent vos mains sentir l'hôpital, peu importe la rapidité avec laquelle vous les enlevez. Je venais de terminer une longue garde auprès d'un homme nommé Walter pendant que ses poumons oubliaient lentement comment être des poumons. D'ordinaire, je ne répondais pas aux numéros inconnus. J'ai répondu à celui-ci, Mademoiselle Marsh, Joséphine Marsh. Dans une vallée comme Paradise, où les voisins pouvaient deviner l'état de votre Porsche à travers 2 miles de champs de foin et où le magasin d'alimentation pour bétail de Livingston connaissait vos affaires avant vous. Une petite fille revenant pour les funérailles d'un homme riche après 20 ans était déjà une histoire avant même qu'elle ait garé son camion. Mais je ne le savais pas encore. Je savais seulement qu'un étranger prononçait mon nom complet, et les seules personnes qui avaient jamais utilisé Joséphine étaient celles qui avaient cessé de m'appeler tout court. À l'écoute, ai-je dit. Je m'appelle Arlon Puy. Je suis avocat à Livingston. Je suis désolé de devoir vous annoncer cela. Votre grand-père, Everett High, est décédé la semaine dernière. Le vent des montagnes est entré par la vitre entr'ouverte, et je l'ai laissé faire. Quelque part derrière mon sternum, quelque chose est devenu froid et petit. Everett, mon grand-père. Un nom que je n'avais pas prononcé à voix haute depuis mes 17 ans. Très bien, ai-je dit, car qu'y avait-il d'autre à dire? Il y a une raison pour laquelle je vous appelle, Mademoiselle Marsh. Vous êtes nommée dans son testament. Une pause, comme s'il décidait de ce qu'il pouvait confier à une inconnue au téléphone. Il m'a demandé de m'assurer que vous soyez contacté directement. J'ai regardé une infirmière traverser le parking vers les portes, son badge se balançant. L'homme qui avait laissé une porte se refermer sur moi m'avait inscrite dans son testament. J'ai presque ri. Qui vous a donné mon numéro, ai-je demandé. C'est lui. Une autre pause. Il y a plusieurs mois. C'est cette phrase qui m'a arrêté. Non pas qu'il soit mort. Mais le fait que, quelque part dans la dernière ligne droite de sa vie, le grand-père sur lequel j'avais fait une croix s'était assis dans le bureau de cet homme et avait noté un numéro de téléphone que j'avais changé plus d'une fois depuis mon départ. Il avait fallu qu'il le veuille. Il avait fallu qu'il le demande à quelqu'un. J'ai dit à Arlon que je viendrais. Je ne me souviens pas vraiment d'avoir accepté. Je me souviens des gants roulés en boule dans mon poing et du froid persistant dans ma poitrine après que le vent se soit calmé. La clé habitait dans la poche à monnaie de mon portefeuille, derrière un billet de 20 $ plié que je n'avais jamais dépensé. Du laiton noirci par les manipulations. Une seule dent usée d'un côté. Ma grand-mère me l'avait donné l'été de mes 9 ans, la pressant dans ma paume sur le porche du ranch avec ses 2 mains enveloppant les miennes. La façon dont on tient quelque chose qu'on a peur de perdre. Cela ouvre l'endroit où je garde ce qui compte, m'avait dit Lorraine. À 9 ans, j'avais pensé qu'elle parlait d'un trésor. J'ai transporté cette clé dans tous les endroits où j'ai vécu après au-delà de la maison. Et en chemin, j'ai commencé à l'essayer sur tout, le bureau antique d'un ami, un casier de stockage, une boîte à clés dans un vide-grenier qui avait fait plisser les yeux du vendeur. Elle n'allait jamais sur rien. Après tant d'années, on cesse d'attendre que les objets de l'enfance signifient ce qu'on nous avait dit qu'ils signifiaient. Il y avait une chose de plus que j'avais gardée de ce Porsche, bien que je n'eusse pu dire pourquoi. Le dernier bon été, mon grand-père m'avait emmené au-delà du corral, la main sur mon épaule, ses lunettes de lecture remontées dans ses cheveux, et il l'avait dit simplement, comme un fait de saison, cet endroit sera à toi un jour, Josie. J'avais ri. J'étais une enfant. On dit des choses aux enfants qu'on n'a nullement l'intention de tenir. J'ai posé la clé sur le comptoir de la cuisine à côté de l'avis de décès que Arlon m'avait envoyé par courriel. À Everett. Les dates en dessous comme un calcul que quelqu'un d'autre avait terminé pour lui. Ma grand-mère était partie depuis presque aussi longtemps que moi. Ma mère, Sylvia, disait qu'elle était partie. Elle le disait comme on referme un tiroir. J'avais cessé de poser des questions avant d'être assez grande pour savoir quelles questions j'aurais dû poser. J'ai tourné la clé sous la lumière.
la dent usée l'a accroché. 20 ans et toujours rien ne correspondait. Le lendemain matin, j'ai repris la route vers la vallée qui m'avait enfermé dehors, transportant une clé sans serrure pour enterrer un homme dont je n'avais jamais été sûr qu'il était de mon côté. Les lunettes de lecture furent la première chose que je vis en entrant dans l'église de Livingston. Ses lunettes pliées sur le dessus du cercueil fermé, comme s'il venait de les poser pour reposer ses yeux. C'était la seule chose dans toute la pièce qui lui ressemblait. Tout le reste ressemblait à ma mère. Sylvia était assise sur le premier banc, un mouchoir pressé contre le coin de l'œil, recevant les condoléances comme une femme qui reçoit à dîner. Elle avait une façon de pleurer qui ne gâchait jamais son maquillage. Chaque voisin qui descendait l'allée avait droit à une main serrée dans ses deux mains, un petit hochement de tête courageux, la performance d'une fille qui maintient une famille unie par sa seule grâce. Everett n'avait qu'un seul enfant, ce qui faisait d'elle l'héritière évidente, la pleureuse naturelle, le centre de l'histoire avant même que quiconque ne pense à se demander si l'histoire était vraie. Je l'ai regardé construire ce récit en temps réel. À un voisin, elle a dit que son père était parti paisiblement, entouré de sa famille. J'avais été à 3 heures de là sur une garde de soins palliatifs, mais j'ai laissé faire. À un autre, elle a dit que le plus difficile était de s'assurer que la terre de son père reste dans la famille, là où il l'aurait voulu après tout ce pourquoi il avait travaillé. Le voisin a hoché la tête comme s'il s'agissait d'un noble chagrin plutôt que d'une revendication de propriété posée lors de funérailles. C'était ainsi que fonctionnait toujours le mensonge. Il ne s'annonçait jamais. Il se faisait simplement accepter, un hochement de tête compatissant à la fois, jusqu'à devenir l'air que l'on respirait dans la pièce. Puis elle m'a vu. J'ai vu la réaction traverser son visage, la surprise, puis le calcul, puis quelque chose qu'elle a enfoui à nouveau dans son chagrin avant que quelqu'un d'autre ne puisse le remarquer. Elle s'est penchée vers ma tante Carole et a dit quelque chose derrière son mouchoir. La tête de Carole s'est tournée. 3 autres aussi. Je savais sans l'entendre qu'il s'agissait d'une version de « Elle a senti l'odeur de l'argent ». J'ai pris place près du fond, là où la chaleur ne parvenait pas. Mes chaussures faisaient du bruit sur le vieux plancher de bois, et la moitié du banc de personnes avec qui je partageais le sang s'est retourné pour me regarder comme si j'avais apporté de la boue. Carole écoula la distance jusqu'au bout de ma rangée. « Tu as du toupet ?» a-t-elle dit à voix basse, « de te montrer ici. » J'ai regardé les lunettes sur le cercueil. Je suis venu pour l'enterrer, ai-je dit, sans chercher à me disputer. Elle a attendu la suite. Je ne lui ai rien donné. Elle est retournée à sa place. Il y avait une femme debout près de la porte latérale dans un gilet bleu marine simple, les mains croisées, qui ne pleurait pas et ne faisait pas semblant. Pendant que tout le monde regardait ma mère, elle me regardait moi, pas méchamment, comme si elle connaissait déjà mon nom et attendait de mettre un visage dessus. Elle m'a retrouvé sur les marches de l'église après coup, alors que les autres se dirigeaient vers leur voiture. Joséphine. De près, elle avait l'attitude calme et attentive de ceux qui passent leur journée avec des personnes en fin de vie. Je m'appelle Dot. Dot Alverson. J'étais l'infirmière de soins palliatifs de votre grand-père ces dernières semaines. Elle avait quelque chose dans la main. Elle l'a tendu et j'ai vu ce que c'était avant que mes doigts ne se referment dessus. Ses lunettes de lecture. Une seconde paire, celle de tous les jours. La branche réparée avec un morceau de scotch transparent. Il aurait voulu que vous les ayez, a dit Dot. Je n'ai pas pleuré. J'ai tenu la monture et j'ai pressé mon pouce contre ce joint scotché jusqu'à ce que ma jointure devienne blanche et un peu insensible. Le scotch était chaud de sa poche. Il a parlé de vous, a-t-elle poursuivi doucement, m'observant comme on observe quelqu'un qui porte un verre plein. À la fin, quand beaucoup de gens perdaient le fil, il était clair comme de l'eau de roche. Il vous a appelé par votre nom. Il savait où j'étais ? Ma voix est sortie égale. J'en étais fier. Il l'a découvert, a-t-elle hésité. Tard. Il y a des choses que ce n'est pas à moi de vous dire. Parlez à l'avocat, Arlon. Elle m'a serré le bras une fois et m'a lâché. Parlez à Arlon, ma chérie. Elle s'est dirigée vers sa voiture. Je suis resté là avec 2 paires de ses lunettes désormais, une dans ma main et une sur le cercueil derrière moi, et une question sans fond qui me trottait dans la tête. Qu'avait-il découvert exactement ? Le bureau de Arlon puis se trouvait au-dessus d'une quincaillerie qui sentait encore le papier et la fumée de pipe. Et a lu le testament à haute voix autour d'une longue table, ma mère et Roger d'un côté, moi de l'autre, comme si la disposition des places avait déjà décidé de quelque chose.
C'était un Nouveau Testament signé 4 mois avant sa mort. À ma petite fille, Joséphine Marsh, à Luarlon, je laisse le ranch et toutes ses terres dans leur intégralité. La pièce a cessé de respirer. 3 millions de dollars de terre pour moi. Ma mère s'est levée à moitié de sa chaise. Ce n'est pas possible. Son visage est devenu blanc, puis est passé directement au rouge. Il était malade. Il ne savait pas ce qu'il signait. Roger avait cessé de la regarder. Il regardait dans le vide, et je l'ai entendu dire à voix basse, comme un homme qui lit une étiquette de prix, 3 millions. Il était très lucide, a dit Arlon calmement. Il a posé le papier et en a aligné le bord contre la table. Je l'ai rédigé moi-même. Il a répondu 2 fois à chaque question que je lui ai posée. Ma mère s'est rassise. J'ai vu le chagrin la quitter comme l'eau s'écoule d'une baignoire. Rapidement, tout d'un coup, et définitivement. Ce qui est apparu pour remplir l'espace derrière ses yeux n'était pas de la tristesse. C'était du calcul. Le temps que nous atteignions le couloir, c'était devenu un plan. Elle et Roger se tenaient près de l'escalier, tête baissée, son téléphone déjà dans sa main. J'ai capté 2 mots en passant, le testament et l'éclat de quelqu'un qui a décidé de gagner quelque chose. Arlon m'a raccompagné jusqu'à la rue. À la porte, il m'a dit doucement, presque gentiment, quoi que vous ayez vu dans cette pièce, mademoiselle Marsh, attendez-vous à ce qu'ils se battent. On ne lâche pas 3 millions de dollars parce qu'un morceau de papier le demande. Et personne dans cette famille ne pouvait m'expliquer pourquoi un vieil homme prudent avait tout réécrit 4 mois avant sa mort et s'était assuré que personne n'en sache rien avant la lecture à haute voix. Pour comprendre ce qu'il avait fait, il faut d'abord comprendre ce qu'ils ont fait. Je dois donc vous ramener à l'année où la chaleur a quitté cette maison. Il y avait une version de cette maison que j'aimais auparavant. Ma grand-mère dirigeait la cuisine du ranch comme un petit pays qui n'aurait eu qu'un seul citoyen d'importance. Et cet été-là, ce citoyen, c'était moi. Lorraine mettait la radio doucement sur une station du dimanche, de la farine jusqu'au coude, et elle me tendait la cuillère en bois et se tenait derrière moi, ses mains sur les miennes, guidant le mouvement. Elle se souvenait de choses sur moi que personne d'autre ne prenait la peine de noter, que j'enlevais la croûte du pain, que j'avais peur du taureau dans le champ du bas, que j'avais pleuré une fois pour un chat de grange mort. Et elle ne m'avait jamais dit que j'étais dramatique. Quand elle m'a donné cette clé en laiton sur le porche, ses 2 mains autour des miennes, j'ai pensé qu'était juste un geste doux de plus. L'été de mes 16 ans, cette grand-mère a disparu. Pas morte, disparue. Une semaine, Lorraine était à la table, de la farine sur son tablier et la radio basse, et la semaine suivante, sa chaise était vide et le restait. La cuisine sentait encore le pain qu'elle avait fait. C'est la chose dont je me souviens, comment l'odeur est restée pendant des jours dans une pièce où elle n'était plus, comme si la maison n'avait pas encore été prévenue. J'ai demandé à ma mère où elle était allée. Elle a fait son choix, Joséphine. Sylvia n'a pas levé les yeux de l'évier. Elle est partie. Les gens partent. Elle ne serait pas partie sans me le dire. Ma mère s'est essuyé les mains et a sorti un morceau de papier. Quelques lignes d'une écriture que je reconnaissais à moitié, ne me cherchez pas. C'est mieux pour tout le monde. Voilà, a-t-elle dit, elle te l'a dit. Maintenant, arrête de demander. J'ai gardé cette note pendant longtemps. Quelque chose ne collait pas. Les mots avaient la forme de l'écriture de ma grand-mère, mais pas sa voix. De sa vie, elle n'avait jamais qualifié quoi que ce soit de « mieux pour tout le monde ». Mais j'avais 16 ans, et le chagrin vous fait accepter ce qu'on vous donne. J'ai laissé filer. Ce que je n'ai pas laissé filer, c'est la clé. Lorraine me l'avait pressée dans la main le dernier soir où je l'avais vue. Tu sauras quand. La maison s'est resserrée après cela, par degrés. Roger se déplaçait davantage dans les pièces. Ma maman a commencé à aller chercher le courrier elle-même tous les jours, accueillant le facteur à la boîte aux lettres au bout de l'allée au lieu de le laisser dans le panier comme toujours. Il y avait un tiroir dans le bureau de la cuisine qui contenait autrefois des élastiques et de la ficelle, et qui désormais ne s'ouvrait plus. J'ai remarqué ces choses sans comprendre que j'étais à l'intérieur d'un système que quelqu'un gérait à dessein. L'année de mes 17 ans, j'ai vu ce que je n'étais pas censé voir. C'était tard. Je savais descendu pour de l'eau et la lumière de la cuisine était allumée. Ma mère était assise à la table avec une boîte à chaussures ouverte devant elle et une pile d'enveloppes étalées sur le bois. Elle les traitait une par une, et elle en laissait tomber quelques-unes dans l'évier où elles s'enroulaient et brunissaient autour d'une petite flamme.
L'odeur m'est parvenue en premier, du papier qui brûle, acre et sucré. Puis j'ai vu l'enveloppe du dessus de la pile. Elle portait un tampon rouge sur le devant, retour à l'expéditeur. J'y ai vu mon propre nom, Joséphine Marche. Qu'est-ce que c'est, ai-je dit. Elle n'a pas sursauté. Elle a simplement retourné la pile, face contre table, avec un naturel déconcertant. Ce sont des affaires privées. Tu ne sais pas ce que tu regardes. Pourquoi y a-t-il du courrier à mon nom? Elle m'a regardé alors, et son visage a pris une expression pour laquelle je n'avais pas de mots à 17 ans. Il n'y a rien pour toi ici, a-t-elle dit. Et elle est retournée à son évier et à sa petite flamme, et je suis remonté parce que c'était ce que l'on faisait dans cette maison. J'avais vu quelque chose que je n'étais pas censé voir. Je suis resté éveillé à essayer de donner un sens à tout cela, sans y parvenir. Et le matin, j'ai commis l'erreur qui a tout arrêté. J'ai continué à demander. La fin est arrivée par une nuit de novembre, alors que la neige tombait dans l'obscurité. Nous tournions autour du sujet depuis des semaines, ma grand-mère, les lettres, les questions que je refusais d'abandonner. Ce soir-là, j'ai dit la vérité qui dérangeait, une fois de trop. J'ai dit que je savais qu'elle n'était pas simplement partie. J'ai dit que j'avais vu le courrier. Ma maman m'a dit que j'étais impossible, ingrate, une menteuse qui s'imaginait des choses, une fille prête à tout pour attirer l'attention. Roger se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, et la laissait faire. Et quand elle a enfin tari ses reproches, il a dit la seule chose qu'il ait dite de la nuit, peut-être qu'une année seule t'apprendra à vivre. J'ai cru que c'était une menace. C'était une décision. Ils ne m'ont emmené nulle part. Ils n'ont pas fait de valise. Ils ont ouvert la porte d'entrée et je suis sorti sur le porche dans le froid parce que j'étais trop fier pour supplier du bon côté de la porte. Et derrière moi, j'ai entendu le verrou s'enclencher. Un bruit lourd, définitif, du métal dans le bois. Je suis resté sur les marches. La neige recouvrait déjà mes empreintes. J'ai attendu que la porte se rouvre. De la façon dont on attend quand on ne peut pas croire qu'une chose est réelle. La lumière du porche s'est éteinte derrière moi avant que j'atteigne la route. J'ai marché les 2 miles jusqu'à la route départementale, la neige s'infiltrant dans mes baskets, et je n'arrêtais pas de se retourner pour regarder en arrière, et la maison restait sombre. Aucun phare ne s'est allumé derrière moi. Aucune porte ne s'est ouverte. Ce fut cela qui fit le plus de dégâts. Non pas le froid, non pas la serrure, mais cette longue route silencieuse où je n'ai cessé d'attendre qu'on me poursuive, sans que personne ne vienne jamais. Au matin, j'ai décidé que c'était ma faute. Parce qu'une fille seule sur une autoroute gelée a besoin d'une explication, et être une mauvaise fille est une raison qu'un enfant peut accepter. Une famille qui cache quelque chose était un fardeau trop lourd à porter à 17 ans. J'ai donc déposé ce fardeau, et j'ai ramassé la culpabilité à la place. J'ai gardé cette culpabilité comme preuve de ce que j'étais, difficile, excessive, la fille qu'une famille finit par abandonner. Je l'ai gardée pendant 20 ans. Il me faudrait beaucoup de temps avant de m'autoriser à poser l'autre question, s'ils avaient verrouillé cette porte à cause de ce que j'étais, ou à cause de ce que j'avais vu. Arlon m'a rappelé au bureau 2 jours après les funérailles. Et la première chose qu'il a posée devant moi n'avait rien de juridique. C'était un dossier, une simple chemise beige contenant du papier à en-tête d'un inconnu. Avant que nous parlions du procès, a-t-il dit, vous devriez comprendre comment votre grand-père vous a retrouvé. Le dossier était le rapport d'un détective, des photographies, mon adresse à Bosemans, le nom de l'organisme pour lequel je travaillais. Le résumé de toute la vie tranquille d'une femme assemblée par quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré. Il y avait une photo de moi sortant d'un supermarché, je ne me souvenais pas avoir été photographié là, tenant un sac d'oranges, ressemblant à n'importe qui. Il avait regardé cette photo. Cette pensée s'est installée étrangement dans ma poitrine. Il a engagé cet homme l'automne dernier, a dit Arlon. Il a payé lui-même à partir d'un compte que votre mère ne gérait pas. Il est venu ici, s'est assis là où vous êtes assise et a dit, trouvez ma petite fille. Il a laissé cette information faire son chemin. C'est lui qui est venu vous chercher, Joséphine, pas l'inverse. Vous ne l'avez jamais contacté. Vous ne saviez même pas pour le testament avant que je le lise. J'ai posé ma main à plat sur la table parce que le sol me semblait instable. Alors pourquoi ne m'a-t-il pas simplement appelé? La question est sortie plus durement que je ne le voulais. Il avait cela. Il avait mon adresse, mon numéro.
Pourquoi engager un homme, réécrire un testament et dire à un avocat de me contacter au lieu de décrocher le téléphone pour me dire qu'il était désolé? Arlon est resté silencieux un instant. Je lui ai posé une question de ce genre. Il m'a dit qu'il ne pensait pas avoir mérité un appel téléphonique. Il a dit qu'il avait cru à un mensonge à votre sujet pendant 20 ans, qu'il avait aidé à garder une porte fermée. Et qu'il n'allait pas mendier votre pardon dans le temps qu'il lui restait à vivre parce que cela aurait tourné autour de lui. Il a tourné une page qu'il ne lisait pas. Il a dit qu'il préférait consacrer le reste de ses forces à s'assurer que la vérité lui survive, pour que vous l'ayez, que vous vouliez revoir son visage ou non. Pourquoi maintenant, ai-je demandé, après 20 ans? Pourquoi maintenant? Arlon m'a regardé un long moment. Parce qu'il a découvert que ce qu'il avait cru pendant 20 ans n'était pas vrai. Pendant 2 décennies, l'histoire avait été simple, et elle tournait autour de moi. J'étais le problème. J'étais celle qu'on avait laissée partir. Et voilà qu'un homme mourant dépensait ses dernières économies pour retrouver la petite fille qu'on lui avait dit d'oublier. Qu'avait-il cru qui n'était pas vrai? Arlon a plongé la main dans son bureau et en a sorti une chose de plus. Une enveloppe, mon nom inscrit sur le devant de la main tremblante d'un vieil homme, contenant une unique feuille qu'il avait demandé de me remettre avant toute autre chose. Je reviendrai sur ce que disait la lettre. Il y avait une ligne que Arlon m'a lue en premier, car c'était une consigne et le temps pressait déjà. Il vous a laissé une direction, a dit Arlon en suivant la ligne du doigt. Ce dont vous avez besoin se trouve dans la boîte en cèdre de votre grand-mère, là-bas au ranch. Tu as toujours eu la clé. Ma main s'est dirigée vers mon portefeuille avant que je ne décide de la bouger. J'ai sorti la clé en laiton et l'ai posée sur la table entre nous. Et pour la première fois de ma vie, ce n'était pas une relique. C'était un outil. Il a dit que vous reconnaîtriez la clé, a dit doucement Arlon. C'est le cas? J'ai refermé ma main dessus. La dent usée s'est enfoncée dans ma paume à l'endroit précis où ses mains l'avaient pressée quand j'avais 9 ans. Oui, ai-je dit. Alors allez l'ouvrir sans tarder. Derrière sa douceur, il y avait de l'urgence. Il y a des gens qui préféreraient que vous ne le fassiez pas, et ils ont 20 ans d'avance sur vous pour garder cette boîte fermée. Soudain, la clé avait une serrure. J'ai conduit jusqu'au ranch cet après-midi-là. La première fois que je reprenais cette route en 20 ans. La barrière était faite du même bois usé par le temps. Derrière elle, la terre s'élevait vers la chaîne des Absaroka, avec la rivière serpentant au milieu. Et la maison se tenait là où elle s'était toujours tenue, carrée et pâle contre tout ce ciel. Quelqu'un avait entretenu l'endroit, les clôtures étaient solides, le porche était balayé. Cela m'a fait mal d'une manière que je n'avais pas anticipée, le fait que la terre soit restée belle pendant mon absence, qu'elle ait attendu comme il l'avait dit qu'elle le ferait, et que je n'ai simplement pas été là pour être attendu. Puis je suis arrivé au dernier tournant et j'ai vu le Porsche, et mon pied a relâché l'accélérateur de lui-même. Ce Porsche. Je me suis garé, et je n'ai pas pu me résoudre à monter les marches. Le vent de la vallée descendait de la limite des neiges et s'engouffrait dans l'ouverture de mon col, de la même façon que la nuit où je me tenais là, attendant qu'une porte s'ouvre. Mon corps s'est souvenu du froid avant que mon esprit ne s'en saisisse. Je suis resté au bas des marches là où la porte s'était autrefois refermée sur moi, et je me suis forcé à la regarder, une simple porte d'entrée, un verrou en laiton. Rien ne devrait pouvoir habiter un objet aussi longtemps. Quoi qu'il y ait à l'intérieur de cette maison, mon grand-père y avait tracé un chemin et m'en avait mis la clé dans la main quand j'étais enfant, avant que l'un d'eux ne sache ce qu'ils allaient me prendre. J'ai posé le pied sur la première marche. Serais-je capable d'ouvrir la porte qui s'était refermée sur moi à 17 ans, ou allais-je rester à nouveau sous la neige? Je n'ai pas pu ouvrir la boîte ce jour-là. Je suis retourné à mon camion et un homme m'attendait à la barrière, des papiers à la main et le visage blasé de quelqu'un dont c'est le métier. Joséphine Marche. Il les a tendus. On vous assigne. Je les ai lus assises dans la cabine, moteur éteint. Ma mère et Roger contestaient le testament. 2 motifs, défaut de capacité testamentaire affirmant qu'Everett n'était pas sain d'esprit lorsqu'il avait signé les captations d'héritage, prétendant que j'avais manipulé un vieil homme malade et mourant pour qu'il me donne tout. Il y avait une logique à cela que j'ai comprise immédiatement. Everett n'avait qu'un enfant. Si le Nouveau Testament était annulé, la succession revenait à Sylvia. Elle avait toutes les raisons de vouloir le faire annuler, et la loi l'y autorisait. Et il y avait une date, une audience de succession fixée au 8 mai. Ce que je ne comprenais pas encore, c'était d'où venait leur assurance.
On ne joue pas sa chance sur une accusation de fraude de cette manière, publiquement et officiellement, à moins de penser détenir quelque chose que l'autre partie ne peut pas voir. Les gens qui doutent négocient, les gens qui sont sûrs vont au tribunal. La première audience fut courte, de nature procédurale, dans une salle d'audience de comté éclairée par un mauvais néon. Mais les audiences courtes en disent long si l'on observe bien. J'étais assise avec Arlon à une table. Ma mère et Roger étaient assis à l'autre, avec un avocat en costume coûteux entre eux. La galerie comptait quelques parents, Carole, un oncle, 2 cousins venus voir la petite fille déshonorée essayer de garder ce qu'elle avait volé. Ma mère leur avait manifestement raconté une histoire, et ils étaient venus la voir se confirmer. L'avocat s'est levé et a dit au juge que ses clients étaient une famille en deuil cherchant uniquement à protéger les volontés d'un père bien-aimé. Il était doué. Il faisait passer la cupidité pour du devoir. Un homme à la santé défaillante, a-t-il dit, et une petite fille absente depuis 2 décennies qui est réapparue dans ces derniers mois. Le tribunal a déjà vu ce schéma. Et de l'autre côté de l'allée, pendant qu'il parlait, ma mère m'a regardé. Elle a levé les yeux au ciel. Elle a souri. Elle s'est penchée vers Roger pour lui chuchoter quelque chose, et j'ai vu à la forme de ses lèvres qu'elle prononçait un chiffre. Roger a presque souri en retour avant de se rappeler où il se trouvait. Mes mains voulaient trembler. Je les ai posées sur mes genoux et j'ai laissé le tremblement s'arrêter là, sous la table, là où personne ne pouvait le lire. Je ne lui montrerai pas mon visage. Laissez-les le dépenser en pensée, ai-je murmuré à Arlon sur un bout de papier. Il n'a pas souri, mais quelque chose a bougé dans son regard, et il m'a regardé comme Dot sur les marches de l'église, comme s'il savait ce qui m'attendait là-bas au ranch et n'attendait que je le découvre. J'avais déjà vu ce sourire chez elle. Je l'avais vu verrouiller une porte. Sur le parking après coup, je me suis assise dans le camion et les pièces ont commencé à bouger. Il n'avait pas peur d'une petite fille inconnue. On ne craint pas un inconnu, on craint un témoin. Arlon se tenait près de ma fenêtre. De quoi avait-il peur avec vous, a-t-il demandé. Réfléchissez. Que aviez-vous qu'une jeune fille de 17 ans n'aurait pas dû pouvoir emporter avec elle? J'ai vu les lettres, ai-je dit lentement. J'ai vu ma mère brûler du courrier à mon nom. Je n'arrêtais pas de poser des questions sur ma grand-mère. Je leur ai dit ce dernier soir que je savais qu'elle n'était pas simplement partie. Et qu'est-ce qui s'est passé la nuit où vous avez dit cela à voix haute? Ils m'ont mise dehors. Vous n'étiez pas une enfant difficile, Joséphine, a-t-il dit simplement. Vous étiez un témoin. Vous aviez vu quelque chose et vous étiez la seule dans cette maison à continuer de poser les mauvaises questions. Un enfant difficile se fait punir. Un témoin se fait éliminer. J'ai senti cette vérité s'installer là où je l'avais gardée verrouillée pendant 20 ans. Mes épaules sont redescendues de là où elles vivaient, près de mes oreilles, depuis mon adolescence. L'histoire que je m'étais racontée sur moi-même durant toute ma vie d'adulte j'étais difficile, excessive, la fille dont une famille finit par se lasser était la mauvaise histoire. Ils ne m'avaient pas jeté dehors. Ils m'ont éliminé, ai-je dit. Ce n'était pas ma faute. C'était de la stratégie. Quelque chose a changé en moi sur ce parking. Lentement, froidement, de manière limpide. J'avais passé 2 décennies à m'excuser auprès de mes colocataires, de mes patrons, de moi-même, d'être quelqu'un qu'on abandonne, alors que ce départ avait été une décision prise par quelqu'un pour garder un secret. Arlon m'a observé à travers la vitre et ne m'a pas pressé. Quand vous serez prête, a-t-il dit, allez ouvrir la boîte. Si j'étais un témoin, le seul encore en vie qui avait vu, il devait y avoir un crime méritant d'être dissimulé à mon sujet. Et la preuve de ce crime se trouvait dans une boîte en cèdre derrière une serrure que ma grand-mère m'avait remise quand j'avais 9 ans. Avant que je continue, je veux vous poser la question, d'après vous, qu'est-ce que Lorraine a laissé dans cette boîte? Écrivez-le dans les commentaires avant la suite, car je vous le promets, ce n'est pas ce que vous croyez. Et demandez-vous ce que vous feriez 20 ans plus tard si un défunt vous en avait remis la clé. Je suis retourné au ranch. Cette fois pour ouvrir ce qu'il craignait le plus. La boîte en cèdre était sur une étagère dans son bureau, exactement là où la lettre disait qu'elle serait. La boîte de ma grand-mère laissée dans la maison de laquelle elle avait disparu, et remplie ces derniers mois par mon grand-père. Je l'ai descendue. Elle était plus lourde qu'elle n'en avait l'air. La clé en laiton s'est introduite comme si elle avait été taillée le matin même. Elle a tourné avec un petit bruit net. Je connaissais ce bruit. C'était le verrou de cette nuit de novembre.
La note de musique exacte du métal cédant au métal. Mais celle-ci ne m'enfermait pas dehors. Celle-ci ouvrait. Le même son, la signification opposée. J'ai soulevé le couvercle, m'attendant à quelque chose de petit, un bijou, une photographie, le genre de souvenir qu'une vieille femme garde pour un enfant. C'était du papier. La boîte était pleine de papier. Des enveloppes. Des dizaines d'enveloppes. Je les ai comptées mais tard, quand mes mains ont pu les tenir, 91. Toutes adressées à Joséphine Marche de l'écriture de ma grand-mère, l'écriture devenant un peu moins assurée du bas de la pile vers le haut. Les tampons de la poste s'étalaient sur près d'un 18 ans. Beaucoup d'entre elles portaient un tampon rouge, retour à l'expéditeur. Elle m'avait écrit. Pas une fois, pas pendant un an. Pendant 18 ans, à travers des centaines de pages, ma grand-mère avait écrit des lettres à une petite fille à qui on avait dit qu'elle l'avait coupée de sa vie. Et quelqu'un s'était assuré qu'aucune d'entre elles ne me parvienne jamais. J'ai ouvert à moitié la première enveloppe avant que mes mains ne me lâchent, et j'ai dû m'asseoir sur le sol de son bureau parce que mes jambes ne voulaient plus me porter pour le reste. La lettre à l'intérieur était ordinaire, et c'est ce qui m'a terrassé. Elle écrivait sur le temps, un oiseau à sa mangeoire, une recette qu'elle pensait que j'aimerais, avec une note dans la marge, tu enlevais toujours la croûte, alors fais-le dans un moule et coupe les bords. Elle se souvenait. Elle avait continué à se souvenir dans un silence de plusieurs années. J'en ai lu une autre, puis encore une autre. Elle traversait le temps. Une des premières demandait, prudente et enjouée, si j'étais en colère contre elle et disait qu'elle comprenait si c'était le cas, et qu'elle laisserait la lumière du porche allumée malgré tout. Une plus récente, d'une écriture plus tremblante, disait simplement qu'elle avait fêté son anniversaire tranquillement et qu'elle avait pensé au mien. Elle avait compté mes anniversaires, seule dans une ville dont je n'avais jamais entendu parler. Certaines contenaient plus que des mots. Dans une enveloppe timbrée du printemps où j'aurais dû terminer le lycée, il y avait une fleur sauvage séchée, devenue brune et plate, et une seule ligne, je les ai vues pousser le long de la route et je me suis souvenu que tu en cueillais pour la table de la cuisine. Dans une autre, il y avait un billet plié en un petit carré, un anniversaire qu'elle avait deviné parce qu'elle ne savait plus si la date dont elle se souvenait était la bonne. Elle avait continué à deviner. Année après année, elle avait écrit une adresse sur une enveloppe pour une petite fille qui ne répondait jamais, l'avait portée au bureau de poste d'une ville inconnue et l'avait tendue au guichet, sachant qu'elle risquait de lui revenir directement. Et elle l'avait fait malgré tout, encore et encore, parce que la seule alternative était de décider que j'étais parti. Et elle s'y refusait. Ces lettres n'étaient pas le témoignage d'une femme qui abandonne. Elles étaient le témoignage d'une femme qui s'y refuse. Toutes les quelques lettres, vers le bas, la même ligne revenait, comme une prière qu'elle n'espérait plus voir exaucée, je ne sais pas si ces lettres te parviennent. Je continuerai à t'écrire jusqu'à ce qu'elle le fasse. Elle n'avait pas cessé d'écrire. C'était simplement moi qui ne les recevais jamais. Le dernier cachet de la poste datait d'il y a 2 ans. Après cela, plus rien. Les lettres s'étaient simplement arrêtées au milieu d'une vie qui les avait écrites fidèlement pendant 18 ans. Une femme qui écrit pendant 18 ans ne se retrouve pas à court de choses à dire. Quelque chose l'avait fait s'arrêter. Sous les lettres, tout au fond de la boîte, se trouvaient 2 choses de plus, une feuille de papier pliée de la main d'un homme et une petite carte mémoire dans une pochette en plastique, avec un morceau de scotch de masquage portant un mot de son écriture tremblante, Josie. Le papier était le reste de la lettre de mon grand-père, la partie que Arlon ne m'avait pas lue, celle destinée au moment où j'aurais compris. La lettre s'arrêtait là. Trouve-la avant l'audience. L'adresse de retour sur les enveloppes les plus anciennes était une ville que je n'avais jamais associée à quelqu'un que j'aimais, Spokane, à quelques heures à l'ouest, de l'autre côté de la frontière de l'État. Le dossier du détective que Arlon m'avait donné contenait le reste, une adresse actuelle confirmée 2 semaines avant la mort de mon grand-père. J'ai repris la route le lendemain matin. Je me suis tenu sur un petit porche devant une porte bleue, l'articulation de mon doigt levé vers la sonnette, et je n'ai pas pu me résoudre à appuyer. 20 ans s'étaient accumulés dans cette seule articulation. J'ai frappé. La porte s'est ouverte et elle était là, plus vieille, tellement plus vieille que la femme de mes souvenirs, ses cheveux blancs, ses mains minces. Mais c'était elle. C'était le visage de ma grand-mère. Lorraine m'a regardé et tout son corps s'est figé. Sa main est venue se poser sur sa bouche. Ils m'ont envoyé un avis, a-t-elle dit, d'une voix à peine audible. Il y a 2 ans, ils m'ont dit que tu n'étais plus de ce monde, mon enfant. Ils m'ont dit que tu étais morte.
Le porche a semblé vaciller sous mes pieds. Je suis vivante, ai-je dit. Grand-mère, j'ai toujours été vivante. Elle s'est tendue et a touché mon visage du bout des doigts, comme pour vérifier si je ne m'évanouirais pas au toucher. Tu es réelle, a-t-elle chuchoté. Ses yeux ont débordé et elle ne les a pas essuyés. Oh, tu es réelle. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé de les avoir crus. Elle m'a fait entrer dans une petite pièce de devant propre qui comptait trop peu de photographies. Et l'histoire est sortie par morceaux, de la façon dont une chose sort quand elle a été contenue trop longtemps. Elle m'a raconté qu'elle avait quitté le ranch l'été de mes 16 ans parce que ma mère lui avait dit doucement, avec une grande sollicitude, qu'Everett voulait qu'elle parte, qu'il lui reprochait des choses, qu'il se porterait mieux sans elle. Que la chose la plus gentille qu'elle puisse faire pour l'homme qu'elle aimait était de disparaître discrètement sans faire d'histoire. Et elle l'avait cru parce que Sylvia était sa fille et qu'une mère veut croire sa fille. Elle était donc allée à Spokane pour lui épargner cela. Et elle m'avait écrit, uniquement à moi, celle dont elle pensait qu'elle l'aimerait encore. Et les lettres revenaient et revenaient, et elle se disait que j'étais une adolescente, que je finirais par changer d'avis, qu'elle garderait la lumière allumée. Pendant 18 ans, elle avait gardé une lumière allumée pour une fille dont on lui avait dit qu'elle ne voulait pas d'elle, dans une ville pleine d'inconnus, seule. Un avis. Quelqu'un avait envoyé à cette femme un morceau de papier lui annonçant que j'étais morte. J'avais besoin de savoir quel papier pouvait faire cela à une personne. Elle s'est levée, est allée dans un tiroir de la pièce d'à côté et est revenue avec une petite boîte à elle. À l'intérieur se trouvait une chaussure d'enfant, blanche, éraflée à la pointe, le lacet encore noué en une boucle maladroite de petite fille. C'était la tienne, a-t-elle dit. Tu avais 4 ans. Tu l'as perdue en courant dans la cour, et je l'ai gardée parce que j'étais une vieille femme sentimentale. Son pouce a glissé sur le cuir usé. Pendant des années, je l'ai gardée parce que je t'aimais. Je la tenais quand j'écrivais les lettres qui ne recevaient jamais de réponse. C'était une chose joyeuse à tenir. Elle a posé une seconde chose sur la table à côté de la chaussure, un papier plié, écrit à la main, formel, un avis de décès, une notice nécrologique portant mon nom. Puis ceci est arrivé par la poste, a dit Lorraine. De l'adresse de ta mère, et la chaussure a cessé d'être une chose joyeuse. Elle est devenue la seule chose qu'il me restait de toi. Sa voix restait ferme, ce qui était pire que si elle s'était brisée. Quand la vie est arrivée, je n'avais nulle part où mettre mon chagrin. Alors, j'ai gardé ceci. J'ai ramassé la petite chaussure, et je n'ai pas pu me résoudre à la lui rendre. Nous sommes restés assises là, toutes les deux, et il n'y avait rien que des mots puissent réparer. Elle avait pleuré une petite fille qui était vivante. Quelqu'un avait rédigé ma mort et l'avait envoyée par la poste à travers une frontière d'État pour briser délibérément le cœur d'une vieille femme. Je voulais savoir quelle main l'avait rédigé. C'est Dot qui a complété les derniers détails au téléphone ce soir-là, alors que Lorraine était assise assez près pour entendre « Votre grand-père, ces dernières semaines, je veux que vous sachiez qu'il était très lucide », a dit Dot. Les gens s'imaginent qu'un homme mourant est confus. Ce n'était pas son cas. Votre mère gérait ses comptes et ses rendez-vous à l'époque, le quotidien. Mais il y avait des heures où elle n'était pas là. Et pendant ces heures-là, il savait exactement ce qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il faisait ? Ai-je demandé. Il réparait. Autant qu'un homme peut réparer les choses depuis un lit d'hôpital. Je l'entendais choisir ses mots. Il a trouvé ses lettres et cela l'a changé. J'ai vu cela se produire en l'espace d'une semaine environ. Il est devenu très silencieux, puis très actif. Il m'a demandé de l'aider à engager le détective. Il a retrouvé votre grand-mère à Spokane et il l'a appelée lui-même. C'est moi qui ai composé le numéro pour lui, ses mains n'étaient pas stables. Je n'ai entendu que sa part de conversation. Il a dit son nom, Lorraine, puis il a simplement dit « Je suis désolé », encore et encore. Et puis il a écouté pendant longtemps. Quand j'ai raccroché pour lui, il pleurait et a dit « Tout ce temps perdu ». Et puis il s'est essuyé le visage et a dit « Maintenant, on travaille ». Lorraine avait une main pressée à plat sur sa poitrine. Il savait que j'étais vivante, a-t-elle dit doucement. Tout ce temps que nous avons perdu. Il a su à la fin. Il vous a retrouvé avec des semaines d'avance, a dit Dot. Des semaines. Il aurait tout donné pour avoir des années. Mais il vous a retrouvé et il vous a cru. Et le dernier travail de sa vie a été de s'assurer que personne ne puisse plus jamais vous enterrer, l'une ou l'autre. Ce qui signifiait que,
quoi que ma mère ait fait, mon grand-père considérait cela comme assez grave pour qu'un homme mourant consacre ses dernières forces à en rassembler les preuves. Le mensonge n'était que la partie émergée de l'iceberg. J'allais apprendre le reste. Arlon a fait appel à une experte en comparaison d'écriture, une femme calme avec une loupe et une main sur qui a tout exposé sur sa longue table, côte à côte, la notice nécrologique que Lorraine avait reçue, de vieux formulaires de consentement de la succession. Ce que ma mère avait géré pendant que Everett était malade, une page de sa véritable signature pour comparaison. L'avis de décès de Lorraine. Un échantillon de l'écriture de ma mère provenant d'une carte qu'elle avait signée autrefois. L'experte ne faisait pas de commentaires inutiles. Elle travaillait et montrait du doigt. Une signature authentique à un rythme, a-t-elle dit. Elle a placé 2 pages côte à côte sous la loupe et l'a tournée pour que je puisse regarder. Elle est écrite, pas dessinée. Regardez la pression du stylo ici sur la vraie. C'est régulier. Maintenant, ceci sur le formulaire de consentement, voyez comment elle hésite au début de la jambe de la lettre. Et ici, un léger tremblement qui n'est pas un tremblement lié à l'âge. Le tremblement lié à l'âge se retrouve tout au long d'une signature. Celui-ci n'apparaît que là où la faussaire a dû réfléchir. Elle a rapproché la notice nécrologique de l'écriture de ma maman. Et ces 2 écrits ont été faits par la même main. La façon dont la lettre R s'ouvre, l'espacement, la pression sur la barre descendante. Les faussaires peuvent tromper l'œil pendant une demi-seconde. Ils ne peuvent pas changer la façon dont leur propre main veut bouger. Elle s'est redressée. À mon avis, avec un degré raisonnable de certitude professionnelle, le défunt n'a pas signé ces formulaires, et la personne qui a écrit cette notice nécrologique a également écrit cette carte. La pièce était très silencieuse. Ma mère n'avait pas seulement menti. Elle avait contrefait le nom de mon grand-père sur des documents officiels. Elle avait fabriqué ma mort et l'avait envoyé par la poste. 2 crimes, tous 2 commis avec sa main tenant le stylo. Elle n'avait pas seulement menti, elle avait triché. Et une personne capable de contrefaire une signature et de simuler une mort n'allait pas entrer dans une salle d'audience pour jouer franc jeu. La question était de savoir ce qu'elle ferait ensuite, à l'approche de l'audience, avec un témoin qu'elle croyait mort désormais assis bien vivant dans ma voiture. Je l'ai découvert le lendemain matin. Arlon a appelé avant que j'aie fini mon café. 2 choses, a-t-il dit. Leur avocat a indiqué comment il traiterait votre grand-mère à la barre. Il va la présenter comme une vieille femme aigrie et confuse, qui a abandonné sa famille il y a 20 ans et à qui on ne peut pas faire confiance pour se souvenir de ce qu'elle a mangé au petit déjeuner. Il va insister lourdement sur l'éloignement. Elle les a abandonnés. Évidemment qu'elle dirait n'importe quoi contre sa fille maintenant. Il veut que le juge rejette chaque mot qui sortira de sa bouche avant même qu'elle ait fini de le prononcer. J'ai posé mon café et j'ai entendu un bruit de papier. Une mise en demeure qui vous est adressée. Vous accusant de harcèlement, vous intimant l'ordre de rester à l'écart de votre mère et de ses témoins. Il s'est arrêté. Elle a peur, Joséphine. Les gens qui gagnent n'envoient pas ce genre de choses. J'ai presque ri de la symétrie. Aigrie, confuse. À qui on ne peut pas faire confiance pour se souvenir. C'était exactement la même étiquette qu'il m'avait collée à 17 ans, la fille qui s'imaginait des choses, qui voyait ce qui n'existait pas. Même étiquette, ai-je dit. Même femme. Elle avait déjà effacé Lorraine une fois avec un faux avis de décès et 20 ans de silence. Maintenant, alors que la vérité s'apprêtait à franchir la porte d'un tribunal, elle cherchait à utiliser la même gomme que la première fois. Ils essayaient de l'effacer une seconde fois, et j'ignorais si une femme de 87 ans pourrait supporter une telle cruauté devant un juge, ou s'ils allaient la briser avant qu'elle n'ait pu prononcer un mot. Lorraine, Arlon et moi nous sommes assis à sa table le soir à l'approche de la date. Et Arlon a dit à voix haute ce qui me trottait dans la tête depuis des jours, il ne s'agit pas de quelques mensonges accumulés au fil des ans, a-t-il dit. Je veux que vous l'entendiez clairement parce que je pense que vous avez passé 20 ans à porter le fardeau inverse. Tout cela a été construit. Votre mère vous a isolé. Elle a isolé votre grand-mère. Elle contrôlait le courrier dans les 2 sens, entrant et sortant de la maison. Elle contrôlait ce que votre grand-père croyait au sujet de sa propre femme. Et quand le contrôle ne suffisait plus, elle a contrefait son nom et simulé une mort. Ce n'est pas un emportement. Ce n'est pas une famille qui s'effondre. C'est un plan exécuté pendant 2 décennies, et vous étiez une enfant au milieu de celui-ci. J'ai senti le reste de ma culpabilité s'envoler.
Cette pression sourde et constante que je portais depuis mes 17 ans, la certitude qu'un défaut en moi avait mérité la porte verrouillée. Ce n'était tout simplement pas vrai. Cela n'avait jamais été vrai. Lorraine a posé sa main sur la mienne. Sa main était mince, fraîche et absolument stable. Ne prends pas la moindre part de tout cela sur toi, a-t-elle dit. Pas une seule. Tout a été orchestré, ma chérie. Tu étais une enfant au milieu d'une stratégie. Les adultes ont fait cela, ils l'ont fait exprès, et ils ne me briseront pas à cette barre parce que j'ai passé 2 ans à pleurer une fille qui est assise juste ici. Et il ne reste plus rien en moi pour qu'il me fasse peur. J'ai expiré ce que je retenais depuis 2 décennies. 9 jours, a dit Arlon. Il a hoché la tête vers la boîte de lettres, le rapport, les conclusions de l'experte, la notice nécrologique dans sa pochette plastique. Nous ne discutons pas avec elle. Nous ne haussons pas la voix. Nous laissons parler les pièces. Ma mère entrerait dans cette salle d'audience certaine de la façon dont cela se terminerait. Et elle n'avait aucune idée de qui allait s'asseoir à mes côtés. Le 8 mai s'est levé, lumineux et froid. La salle d'audience s'est remplie. Des parents que je n'avais pas vus depuis 20 ans ont pris place sur les bancs de la galerie, les mêmes tantes et cousins à qui on avait répété toutes ces années que Lorraine s'était enfuie et que Josie avait mal tourné. Ma mère et Roger étaient assis à leur table, bien habillés. Son avocat s'est levé et a exposé leur dossier d'une voix calme et raisonnable. Un homme vulnérable à la fin de sa vie, a-t-il dit, une petite fille que personne n'avait vue depuis 2 décennies et qui est apparue juste à temps pour repartir avec tout. De l'autre côté de l'allée, ma mère a levé les yeux au ciel en me regardant. Elle a souri. Elle s'est penchée vers Roger et a chuchoté, et j'ai vu sa bouche mimer le chiffre à nouveau, de la façon dont on touche un objet que l'on possède déjà. Il y avait une chaise vide près de la barre des témoins. Son avocat avait le nom de Lorraine sur sa liste. La loi exigeait l'échange des noms, mais ma maman avait lu ce nom et l'avait écarté. Elle avait enterré cette femme 2 ans auparavant avec une notice nécrologique contrefaite. Pour Sylvia, les morts ne témoignent pas. Je suis restée assise droite et immobile, ne lui montrant rien. Cette chaise vide, il n'avait aucune idée de qui elle attendait. Arlon s'est levé. Votre honneur, nous appelons Lorraine Aille. Les portes au fond de la salle d'audience se sont ouvertes. Elle est entrée à mes côtés. Des cheveux blancs, un gilet bleu marine, le menton droit. Dans ses bras, elle portait la boîte en cèdre. Ma mère s'est retournée. Son sourire ne s'est pas estompé, il est mort. La couleur a quitté son visage d'un coup. Non, à peine un souffle. Non, pas elle. Le juge a levé les yeux, sans s'émouvoir. Il avait le nom sur sa liste. Une seule personne dans cette pièce était prise au piège, et ce n'était pas le tribunal. Le témoin va s'asseoir, a dit le juge. Lorraine a descendu l'allée, est passée devant sa propre fille et s'est assise. L'histoire que ma mère racontait depuis 20 ans entrait sur ses 2 pieds et s'asseyait à 3 mètres d'elle. Dans la galerie, les tantes et les cousins qui avaient enterré Lorraine dans leurs esprits se sont penchés en avant d'un seul mouvement. Son avocat s'en est pris à Lorraine comme il l'avait promis, rapidement avant qu'elle ne puisse s'installer. Madame Aille, n'est-il pas vrai que vous avez abandonné cette famille il y a 20 ans? Que vous êtes une femme âgée, isolée, aigrie, dont la mémoire de ces événements ne peut tout simplement pas être fiable? Lorraine a croisé les mains sur la barre. Quand elle a répondu, sa voix était calme et ne tremblait pas. Ma fille m'a envoyé un avis de décès pour un enfant vivant, a-t-elle dit. Il y a 2 ans. Je l'ai ici. Elle a ouvert la boîte en cèdre. Ce qui a suivi ne fut pas une dispute. Ce fut du papier, pièce par pièce, versé au dossier de preuve. Arlon a transmis la notice nécrologique. Puis les lettres, 91 lettres, les cachets de la poste remontant à 18 ans, à moitié tamponnés retour à l'expéditeur. Puis le rapport de l'experte. Chaque élément que l'avocat tentait d'écarter d'un geste de la main était remplacé par un autre sur la table du greffier, jusqu'à ce que ces gestes ne signifient plus rien. Les lettres établissent que Madame Aille n'a jamais abandonné sa petite fille, a dit Arlon. Elles ont été écrites, envoyées et renvoyées pendant 18 ans. Il a posé les conclusions de l'experte, et l'écriture de cette notice nécrologique correspond à celle des formulaires de consentement de cette succession. L'écriture de la partie contestatrice, pas celle du défunt. Dans la galerie, ma tante Carole avait cessé de regarder ma mère. Puis Arlon a demandé l'autorisation du tribunal et a lancé la vidéo.
L'écran s'est allumé et mon grand-père est apparu, calé contre des oreillers blancs, ses lunettes réparées sur le nez, plus mince que je ne l'avais jamais vu et entièrement lui-même. La pièce est devenue si silencieuse que je pouvais entendre le vieux bâtiment craquer. La vidéo s'est arrêtée. Sa voix est restée dans l'air un instant de plus que l'image. De l'autre côté de l'allée, Roger Adente Adani answer for it. He had stopped looking at his wife. He was looking at the door. Après cela, il ne restait plus rien pour soutenir le mensonge. Ma mère s'est levée brusquement. Il était confus. Cette femme l'a empoisonné contre. Le marteau du juge a claqué sur son bureau et elle a continué malgré tout, criant désormais, la fille attentionnée ayant totalement disparu. Son propre avocat a cherché à lui attraper le bras et elle l'a repoussé assez fort pour ébranler son siège. Toute la galerie a regardé la fille en deuil s'effondrer pour un chiffre. La performance qu'elle avait menée pendant 20 ans ne pouvait pas survivre une minute à sa propre voix. Le juge n'a pas tardé. Le testament est valide, a-t-il dit. Il a posé ses papiers. De plus, je renvoie l'affaire des documents contrefaits et du faux avis de décès au procureur du comté, et la question du détournement de courrier aux autorités fédérales compétentes. Roger n'avait rien à y répondre. Sa main n'avait jamais été sur le stylo, mais il avait tenu la porte, et les autorités auraient leurs propres questions à lui poser. Arlon s'est levé une fois de plus. Votre honneur, une précision pour le dossier. Madame Lorraine Hay est l'épouse survivante du défunt. Ils n'ont jamais divorcé. Elle a droit à une part réservataire de cette succession. Il a jeté un coup d'œil à Lorraine, qui a fait un infime signe de tête. Elle y renonce intégralement. Elle souhaite que le dossier montre qu'elle n'est pas venue ici pour des biens. Ma mère s'est tournée vers moi alors, de l'autre côté de l'allée, cherchant la seule arme qui lui restait, tu dois tout à cette famille. Je me suis levé. De toute ma vie, je l'avais appelée ma mère. Je n'avais jamais prononcé son prénom en face. Sylvia. Cela l'a arrêtée net. Elle ne l'avait jamais entendu de ma bouche. J'ai laissé le silence s'installer un instant. Je vous devais la vérité. Vous l'avez enterrée. C'est fini. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'en avais pas besoin. J'ai de nouveau attrapé la boîte en cèdre, j'ai offert mon bras à ma grand-mère et nous sommes sortis comme nous étions entrés. Si vous avez déjà dû être la personne calme dans une pièce remplie de gens qui réécrivaient votre vie, si vous avez déjà dû fixer des limites avec quelqu'un qui était censé vous aimer et qui a fait un autre choix, racontez-le-moi ci-dessous. Je lis absolument tous vos commentaires. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et restez un moment. Il y a des gens dehors en ce moment même qui ont besoin d'entendre que la porte verrouillée n'a jamais été de leur faute. L'histoire qu'elle avait racontée pendant 20 ans s'est effondrée devant les personnes même à qui elle l'avait servie. Le printemps est arrivé lentement dans la vallée cette année-là, la limite des neiges reculant vers les sommets, la rivière grondant de la fonte. Je me suis assise sur le porche du ranch, mon ranch désormais, et j'ai lu la lettre de mon grand-père jusqu'au bout à la lumière du jour, la version longue, celle qu'il avait écrite à la main avant que ses forces ne l'abandonnent. Ses lunettes de tous les jours étaient pliées sur la table à côté de moi, là où j'avais pris l'habitude de les garder, le scotch sur la branche étant devenu souple et jaune sur les bords. Je vais vous livrer la fin comme il l'a écrite, lentement, car il avait mérité une lecture attentive, j'ai passé 20 ans à croire l'histoire facile. Et cela a coûté à ta grand-mère sa petite fille, et cela t'a coûté une famille, et cela m'a coûté vous deux. Je ne peux pas rendre ces années. Personne ne le peut. Je peux seulement te donner l'endroit où cette famille était bonne avant de ne plus l'être, et te demander d'en faire à nouveau un endroit bon. Josie, tu n'as jamais été celle que nous avions perdue. Tu étais celle que j'aurais dû chercher en premier. Ta grand-mère est seule là-bas, et elle ne devrait pas l'être. Elle a gardé une lumière allumée pour toi pendant 18 ans. Le moins que cette famille puisse faire est d'en garder une allumée pour elle. Laisse-la vieillir avec toi. Laisse cette maison abriter deux personnes qui se disent la vérité. Je l'ai lu à haute voix pour le porche vide parce qu'il n'avait jamais pu m'entendre lui répondre. Et vers le deuxième paragraphe, ma voix a cessé de fonctionner et j'ai simplement laissé le silence s'installer. Il m'a cherché. À la fin, il m'a retrouvé. Sur la table au soleil, à côté de ses lunettes, se trouvait la clé en laiton, celle que Lorraine m'avait pressée dans la main quand j'avais 9 ans. Après toutes ces années, elle avait enfin une maison bien à elle. Lorraine a emménagé dans la chambre de devant en ce mois de mai, celle qui recevait la lumière du matin. Elle n'a presque rien apporté, une valise,
quelques photographies, et la petite boîte contenant la chaussure blanche, qu'elle a posée sur la commode là où elle pouvait la voir. Une chose joyeuse à nouveau maintenant que la fille à qui elle appartenait était dans la pièce d'à côté. Quelques matins plus tard, je me suis réveillé avec une odeur que je n'avais pas sentie au réveil depuis 20 ans, du pain et le faible murmure d'une station de radio du dimanche montant de la cuisine à travers le plancher. Je suis resté allongé à la laisser me parvenir. La dernière fois que cette cuisine avait senti son pain, elle était déjà partie, et cette odeur avait été une chose que la maison pleurait dans une pièce vide. Maintenant, c'était juste le petit déjeuner. Je suis descendu, elle m'a tendu la cuillère en bois sans un mot, s'est tenue derrière moi, a posé ses mains sur les miennes et nous avons remué. Elle s'est assise à mes côtés sur le porche ce premier soir, une couverture sur les genoux, pendant que la vallée devenait dorée puis bleue. La lumière du porche s'est allumée à la tombée de la nuit. La même lumière qui s'était éteinte derrière moi autrefois, par une nuit différente, dans une vie différente. Cette fois, elle est restée allumée. « Bonne nuit, mon enfant », a dit Lorraine, et elle m'a tapoté la main et est entrée. Plus tard, quand la maison fut silencieuse, je me suis dirigé vers la porte d'entrée et j'ai tourné le verrou pour la nuit. Le pêne est entré dans le bois, ce même bruit lourd et définitif que j'avais porté dans mon corps pendant 20 ans. Mais j'étais à l'intérieur désormais, au chaud et chez moi, et c'était ma propre main qui l'avait tourné.